Bonjour les amis, petit point très rapide, j'espère que vous allez bien. Je voudrais revenir très brièvement sur cette affaire Fillon qui anime un petit peu les réseaux ce matin, dans la mesure où l'Assemblée nationale lui a demandé de rembourser les sommes injustement perçues, puisque vous savez, il a été empêché de se présenter suite aux révélations diverses et variées du PNF, etc. Et on lui demande de rembourser plus d'1 million d'euros pour cet emploi dit fictif. Alors, j'ai vu que ça agitait pas mal les réseaux, j'ai moi-même un petit peu participé, bonjour à tous, pour essayer d'expliquer. Ça n'a pas de sens. Ou alors ça aurait du sens si tout le monde remboursait. Parce que ce que je me tue à dire depuis un certain nombre d'années, c'est que si ce système était institutionnalisé et que la plupart, l'écrasante majorité des députés, en tout cas moi quand j'y bossais dans les années 90, embauchaient leurs proches, leurs maris, leurs femmes, leurs maîtresses, leurs enfants, leurs fils, leurs filles, leurs neveux, leurs nièces, etc. Comment ensuite démontrer, prouver, expliquer la réalité ou non de l'emploi? Qu'est-ce que ça veut dire, un emploi fictif, etc. Dans la mesure où c'était le règlement de l'Assemblée nationale qui permettait d'embaucher, après ça a changé, ça a été limité, je crois, à 2 personnes de proches, etc. Bon, comment voulez-vous vérifier cela? Donc soit tout le monde rembourse, soit personne ne rembourse. Pourquoi spécialement François Fillon? Alors après, comme je l'ai dit, je ne suis pas du tout sans conseil, mais peut-être serait-il temps pour lui d'avoir une défense digne de ce nom et de dire, mais écoutez, voilà, j'ai fait ça parce que tout le monde faisait ça et que c'était un système institutionnel. Je rappelle donc, c'était le règlement de l'Assemblée nationale, que l'Assemblée nationale avait les fiches de paye, établissait les fiches de paye, que c'était des contrats, bien sûr, avec des députés, mais qui étaient en quelque sorte des contrats de droit privé, avec une particularité, c'est que on pouvait licencier l'assistant ou l'assistante parlementaire sans autre forme de procès en disant il y a une rupture du lien de confiance et ça s'arrête. Donc aujourd'hui, il y a une immense hypocrisie en disant, mais regardez, François Fillon, il a fauté, c'est un emploi fictif, il a fait bosser sa femme, mais tout le monde faisait ça. Et les plus malins des députés, pour pas se faire piquer, embauchaient la fille du voisin de bureau ou le fils du voisin de bureau dans des choses assez sophistiquées, de manière croisée. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrisie. Tous les partis faisaient ça. Tous les partis faisaient ça. Les assistants parlementaires qui sont embauchés, même au Parlement européen, c'est la même chose, ou à l'Assemblée nationale, c'est la même chose. Ils sont embauchés pour un poste et ils vont faire campagne et ils font tout à fait autre chose. Donc c'est un problème beaucoup plus vaste de financement de la vie publique et pas simplement on en chope un et on en fait une victime expiatoire. C'est ça que je veux vous dire. Alors après, est-ce qu'ils doivent tout payer? Est-ce que personne ne doit payer? Est-ce qu'il faut un aggiornamento, comme on dit en Italie? Est-ce qu'il faut faire table rase, faire une loi d'amnistie, etc. C'est un système qui était institutionnalisé et tous les partis en ont profité, que ce soit le MoDem, plus anciennement le RPR, l'UDI, l'UDF. Tout le monde faisait ça. Tout le monde embauchait ses proches. Donc aujourd'hui, il y a encore une fois un énorme double langage, une énorme hypocrisie par rapport à tout ça. Et j'espère que ce sera l'occasion pour François Fillon et sa défense de dire tout ça et enfin de passer à autre chose. Parce que si on veut assainir la vie publique, faut-il encore savoir de quoi on parle. Et donc voilà, c'était donc un système institutionnel. Comme je l'ai dit, moi, si je dois témoigner et que la justice m'appelle, je témoignerai. Dans mon bouquin, j'explique un petit peu comment ça fonctionnait. Comment aussi les entreprises, en dépit des lois sur le financement des partis, de la vie publique et des partis politiques, continuaient à financer de manière beaucoup plus sophistiquée
les différents partis et les différents élus, par du sponsoring, par tout un tas de systèmes que vous verrez, que j'explique et que je démonte et que j'analyse. Mais on fait tout ça, enfin, je veux dire, c'est pas un scoop, c'est archi connu. Donc il faut peut-être arrêter cette hypocrisie. Alors je ne sais pas en plus comment démontrer la réalité d'un travail pour une épouse, une femme. Je ne sais pas. Je ne sais pas faire ça. Donc voilà, les amis, c'est ce que je voulais vous dire. On va suivre évidemment ce procès de très près en ce qu'il révèle de la pratique des hommes politiques vis-à-vis des deniers publics. Et c'est le système dans son ensemble, salut Karine, salut à tous, qui doit être scruté, analysé et démonté. Parce que sinon c'est trop facile, c'est la loi de l'arbitraire. Ce sont des procès politiques. On en attrape un pendant la campagne, et le PNF a aussi été fait pour ça. On le désactive, on lui dit t'as été dégueulasse, t'as employé ta femme, t'as pris des costumes. Mais tout le monde le faisait. Si vous voulez qu'on commence à creuser ce qu'il faudrait faire, à la limite, on prend de cette période-là tous les contrats d'assistants parlementaires de tous les élus, tous partis confondus de cette époque, et on regarde s'il n'y a pas un proche, une femme, un neveu, un fils ou une fille, ou une maîtresse. Et là, on serait très, 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 très surpris. Mais c'est une hypocrisie, parce que l'Assemblée nationale n'est pas quelque chose comme ça d'extérieur ou une espèce d'entité complètement hors contrôle, puisque ce sont eux-mêmes, les députés, qui ont voté le règlement, les différents règlements de l'Assemblée nationale. Et il y avait un bureau chargé des payes, c'était le bureau 6012, qui était au 126 rue de l'Université, qui connaissait ça par cœur, puisqu'il y avait un bureau des affaires financières qui établissait les payes. Donc personne ne découvre rien. C'est de notoriété publique. Simplement, cet argent, cette manière de dépenser l'argent, il y a quelques questeurs qui se sont élevés, qui ont fait des travaux là-dessus, la Cour des comptes s'est penchée là-dessus, etc. C'était public, c'est de l'argent public, et tout le monde sait comment ça fonctionne. Donc, il n'est pas rare, effectivement, aujourd'hui, des gens, j'en connais pas mal, qui sont ministres, qui ont employé leurs femmes, quelle était la réalité du travail des épouses, etc. C'est très compliqué à établir. Donc, soit on fait, encore une fois, on regarde le système dans sa globalité, en ce qu'il dit du fonctionnement et du rapport à cet argent public, soit on ne va pas prendre quelqu'un comme ça pour lui dire « espèce de salaud, t'as piqué dans la caisse », parce que ça, c'est vraiment, ça n'a pas de sens. Voilà ce que je voulais vous dire, très brièvement. Il faut savoir de quoi on parle. Et même si aujourd'hui, ça a un petit peu évolué, puisque, effectivement, on a limité le nombre de proches dans l'enveloppe qui est dévolue aux assistants parlementaires. Je vous expliquerai ça dans le détail, si vous voulez, un jour, comment ça se décompose. Il y a l'avance sur les frais de mandat. Avant, il n'y avait pas d'avance. On prenait cette enveloppe qui était à l'époque, mettons, c'est à peu près 5 000 euros d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 5 500 euros. Il faut justifier des dépenses. Mais là encore, de quoi parle-t-on ? Les dépenses, si moi j'achète 3 caisses de vin et des petits fours et que je dis que j'ai fait une réunion dans ma permanence, qui va venir vérifier que j'ai bien fait une réunion dans ma permanence ? Je veux dire, bon voilà. Donc on est dans un système encore qui ne dit pas son nom, qui a plusieurs tiroirs et qui est complètement dans l'hypocrite. Donc soit on règle une fois pour toutes la question et on dit voilà l'enveloppe, voilà comment ça doit fonctionner, et on fait table rase du passé, soit on dit on a mal fonctionné pendant toutes ces années, on fait une espèce de rétroactivité de la loi et on met tout le monde en prison. Enfin, je ne sais pas si c'est souhaitable, mais en tout cas, ça ne peut pas être comme ça au cas par cas. C'est vrai aussi dans tous les conseils municipaux. J'en parlais encore avec quelqu'un ce matin. Vous avez un type qui fait des pieds et des mains pour être sur une liste. Bon, pour devenir, je ne parle même pas des adjoints, pour devenir simple conseiller municipal, mettons dans les grandes villes, pour avoir 1 000 euros. Donc vous le voyez, il tracte, il est super actif, etc. Puis pendant 5 ans, 6 ans, vous ne le voyez plus. Donc multiplié par le nombre d'élus, je ne parle pas des petits élus, des petits maires qui sont souvent bénévoles dans les petites communes, qui sont des héros du quotidien, qui donnent de leur temps,
qui sont souvent apolitiques, etc. Ceux-là, héros de la République. Mais tous les autres, je veux dire, il y a 600 000 élus en France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie, 600 000 élus en France. À quoi servent les métropoles quand il y a aussi des départements? La métropole, quand on nous parle du Grand Paris, quelles sont les attributions et que fait effectivement le Grand Paris? À part que le président s'est voté une enveloppe à 5 200 € et 2 600 € pour tous les gens qui l'ont aidé, qui sont devenus vice-présidents, à quoi ça sert? Qu'on nous explique. À quoi sert le département du Rhône? Maintenant qu'il y a la métropole exfiltrée, expurgée de toutes les grandes villes, notamment de Lyon, Villeurbanne, etc. À rien. Donc c'est tout le système. Si on s'attaque au système, on ne peut pas le regarder par le petit bout de la lorgnette dans cette démocratie dite représentative. Soit on dit on y va, on regarde le système, on le réforme et on fait une nouvelle façon, on trouve des nouveaux modes de financement avec des règles claires en incluant les citoyens. Mais là, si vous voulez aussi, moi ça me fait rire quand les députés disent « Ah, mais on gagne 5 000 € par mois ». Mais c'est faux. Ils gagnent, si vous voulez, il y a déjà un traitement qui est 7 000, je ne sais plus combien, 7 200 € bruts, auquel il faut rajouter évidemment les 5 500 € d'avance sur frais de mandat, AFM, plus tous les avantages, taxis, frais téléphoniques et d'Internet, dont des sommes d'ailleurs assez astronomiques, billets de train gratuits, ça peut se comprendre d'ailleurs, hein. Mais il faut que ce soit clair, et aujourd'hui, ce n'est pas clair. On ne peut pas prendre encore une fois quelqu'un pour en faire la victime expiatoire d'un système que tout le monde a cautionné, qui est voté, qui est public, avec des règlements, et les règles ne sont pas claires. Voilà ce que je voulais vous dire. Je finis, j'en ai déjà parlé, par cette histoire de permanence et de circonscription, de frais, etc. Déjà, c'est un dévoiement, parce que j'entends beaucoup de députés dire « je suis député de Paris, je suis député de Lyon, député de Marseille ». On est député à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que chaque député est un morceau de souveraineté nationale. Les députés ne sont pas les élus d'un territoire. Ce sont des circonscriptions électorales, c'est-à-dire on découpe la France en circonscriptions, avec des règles très précises d'ailleurs, en fonction de la population, dans les territoires les moins peuplés, il ne peut pas y avoir moins de 2 députés, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais on est député à l'Assemblée nationale. Donc si vous voulez, tout ce temps passé en circonscription pour faire campagne, etc., c'est déjà un dévoiement du rôle du député. Il y a déjà 500 000 élus qui représentent les territoires et des élus nationaux qui sont les sénateurs, qui sont là pour représenter les territoires. Un député n'a pas à faire du terrain, n'a pas à faire du clientélisme, il est là pour voter la loi normalement. C'est ça les textes. C'est ça le texte fondamental. Donc après, quand déjà on détourne l'action du député au quotidien, c'est déjà un petit problème parce que le député n'a pas, je le répète, à faire de terrain. Alors on nous dit il ne faut pas être coupé des réalités, il faut avoir les pieds sur terre, mais vivez comme tout le monde, faites vos courses, ayez un emploi, prenez les transports en commun et vous vivez comme tout le monde. Et puis c'est tout. Donc si on peut aller très loin dans le détail, mais voilà quelle est la réalité des choses. Et j'espère que François Fillon aura la lucidité, mais moi je ne suis pas son conseil, après tout je m'en moque éperdument, mais bon voilà, peut-être qu'il aura cette fois la lucidité de dire voilà comment ça fonctionnait, j'ai fait, je ne sais pas si c'était bien moral ou pas moral, moi je ne fais pas de politique ni de morale, je suis encore une fois sur le plan factuel, voilà comment ça se passait, et il est hors de question, moi en tout cas c'est la défense que j'aurais, il est hors de question que je paye pour tout le monde, ou alors si je paye et que je rembourse, tout le monde rembourse. Voilà les amis, c'est comme ça, hein, le problème si vous voulez, c'est quand on l'a fait, c'est difficile de raconter des bêtises, puisque ce système, je l'ai bien connu, il a un petit peu évolué, les choses sont plus sophistiquées aujourd'hui, mais si vous regardez un peu dans toute la masse des assistants parlementaires, quel est leur travail effectif dans l'élaboration de la loi, etc., je pense qu'on serait pas mal surpris, parce que beaucoup font campagne, beaucoup sont embauchés pour des fonctions qu'ils n'assument pas véritablement parce qu'ils font autre chose.
Alors au Parlement européen, n'en parlons pas, et beaucoup d'assistants parlementaires sont aussi employés par les partis politiques pour rendre un certain nombre de services. Quant aux députés, j'en ai encore vu un ce matin, j'en parlais avec quelqu'un, faire campagne. Bon, pendant qu'ils font campagne, ils ne sont pas à l'Assemblée nationale, mais ils touchent quand même leurs émoluments. Donc voilà, ça pose une question globale sur le fonctionnement de la démocratie représentative, sur son financement, et il faut regarder les choses. Je vous invite à aller voir. Tout ce que je vous dis, c'est d'une banalité absolue, d'une affligeante banalité. Tout est public, vous allez sur le site de l'Assemblée nationale, tout est expliqué, tout est expliqué avec beaucoup de pédagogie. Encore faut-il faire l'effort d'aller regarder comment ça fonctionne, comment c'est payé, quelles sont les différentes enveloppes, etc. Donc tout cela, et encore une fois, est parfaitement connu, voté, légalement voté, avec des bureaux spécialisés au sein même de l'Assemblée nationale qui établissent les payes, qui s'en occupent. Il y a une comptabilité parfaite de tout cela, et qu'on ne nous dise pas aujourd'hui qu'on ne savait pas que quand M. Dupont embauche Mademoiselle Dupont, il n'y a pas un lien de parenté, parce que là on est dans le double langage. Voilà. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous dis à bientôt, passez une bonne journée sur ces bonnes paroles. J'espère que ça fera réfléchir un petit peu tout le monde, parce que peut-être que c'est l'occasion, effectivement, de sortir de cette ambivalence, de cette ambiguïté sur le traitement réel, financier, de nos différents élus. Je rappelle encore, si on fait le compte de tout, et c'est difficile avec l'intercommunalité, les doublons, les doubles mandats, les conseils départementaux, les régions, on en perd son latin. Globalement, on va dire qu'il y a 600 000 élus en France. Et regardez la France, il y a plus de députés en France qu'aux États-Unis, par exemple. Pour un territoire qui est 18 fois plus petit, avec 6 fois moins de population. Donc qu'on nous dise après que la démocratie a un coût, moi je veux bien, mais que ce coût soit transparent et bien expliqué aux Français. Salut à tous et bonne journée. Moi j'aime bien moi apporter des petites explications techniques comme ça, pour savoir effectivement de quoi il retourne et de quoi on parle exactement. Salut à tous, portez-vous bien. Ciao.